Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de donneur en fait? Ah ben je serais morte. Tout le monde veut guérir. Mais est-ce que vraiment, au moment où tu apprends ta maladie, tu crois que tu vas guérir? Je dis toujours, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que quand tu nais la première fois, tu te souviens de rien en fait. Et ben moi j'ai eu la chance de naître une deuxième fois en conscience. Parce que y croire c'est fondamental, c'est le premier pas pour devenir actrice de sa guérison. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Disons les choses comme elles sont. Le pronostic vital de Fabienne était défavorable, très défavorable. Elle a été atteinte d'une leucémie aiguë et même après ses traitements au bazooka, sa seule chance de survie était une greffe de moelle osseuse. J'en ai appris des choses pendant cet enregistrement. Le cancer du sang, l'aplasie qui terrasse, les chimios de fou, la chambre stérile, la greffe de moelle et la lourdeur de cette leucémie grave. J'avoue que j'étais très impressionnée, mais ce qui m'a le plus impressionnée dans tout ça, c'est Fabienne. Son mental d'acier, son optimisme, sa manière de voir la vie. Elle est incroyable et je trouve que tout le monde devrait écouter son interview. Il y a de ces personnes qu'on rencontre qui nous changent, qui nous apporte un petit surcroît de vie. Fabienne en fait partie. Elle ne nie pas la petite voix qui lui susurre à l'oreille. C'est franchement pas gagné d'avance. Mais volontairement et consciemment, elle laisse plus de place à la petite voix qui y croit, qui a confiance, qui lui dit « tout ira bien ». Elle choisit de nourrir cette voix. Mais surtout, elle choisit de croire. Elle le dit si bien, tout le monde veut guérir. Honnêtement, qui veut ne pas guérir? Mais est-ce qu'on croit vraiment en sa guérison? Une première étape cruciale. Fabienne est une guerrière pacifique, dans la résilience et dans l'acceptation. Depuis le premier jour de son long combat, elle a décidé de se focaliser sur ce qui la sauverait, plutôt que sur tous les risques et échecs possibles. Je sais que c'est un débat. Faut-il tout savoir en tant que patiente? Faut-il tout dire en tant que médecin? Et on aura l'occasion de parler de tous ces sujets dans différents podcasts. En tout cas, une chose est sûre, Fabienne voulait être dans le moment présent, ne retenir que le positif et formater son cerveau à se concentrer sur les points positifs, pas sur toutes les complications éventuelles. J'ai souri quand elle me dit qu'une chance sur 10 et une chance sur 1 million, c'est exactement la même chose pour elle. Elle avait une chance sur 1 million de trouver un donneur. Eh bien pour elle, 1 sur 10 ou 1 sur 1 million, c'est une chance quand même et on va croire en cette chance, nous dit-elle. Les stats n'étaient vraiment pas son fort. Eh bien dans ce cas-ci, je trouve qu'elle a fait fort. Quel mental! Notre cerveau, notre mental sont capables du pire, mais ils sont aussi capables du meilleur. Ils sont capables de faire des milliards d'associations à la seconde et faire remonter des traumas du passé. Mais ils sont aussi capables de croire, de visualiser le positif, de devenir acteur de sa maladie. Fabienne n'est pas là pour dire que son mental a soigné sa maladie et que tout le monde va guérir s'il a un bon mental. Non, pas du tout. Mais elle est là pour nous partager son expérience et ce qu'elle a mis en place pour l'aider à faire face aux horreurs qu'elle a dû vivre. Je me permets de dire horreur parce que franchement, elle a été au plus mal physiquement, en aplasie complète, épuisée par moments, ne sachant même plus lever le bras ou parler tant elle était terrassée par l'épuisement. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais s'entendre dire après 3 semaines d'errance médicale qu'elle a une leucémie grave, qu'elle est en danger de mort et qu'elle a 5 minutes pour faire sa valise, et puis se retrouver 1 heure plus tard en chambre stérile pendant 5 semaines, moi je trouve ça vraiment dur. Les 3 jours d'arrêt maladie sont devenus 3 ans. Nous aurons la chance d'écouter Fabienne 2 fois. J'ai décidé de scinder ce podcast en 2 épisodes parce qu'elle avait tellement de choses passionnantes à partager. Et elle nous parlera plus en détail du fonctionnement du cerveau dans le 2e épisode. C'est fascinant. Aujourd'hui, elle commence par nous lire sa lettre au donneur de moelle. Cet Anglais qu'elle ne rencontrera peut-être jamais, et elle ne saura jamais non plus s'il a lu sa lettre. Une lettre émouvante, une lettre touchante à cet homme qui lui a sauvé la vie, cet homme qui lui a donné la chance de renaître une 2e fois. Fabienne n'est pas très calée en stats et probas,
Mais en tout cas, elle a gagné au loto de la vie et elle le partage avec nous tous pour nous donner espoir, pour nous dire de croire, pour nous faire le don de tous ces petits outils qui l'ont sauvée. Alors faisons une petite pause et mettons-nous peut-être à la place de ce donneur qui reçoit cette lettre ou Fabienne qui l'écrit. Bonne écoute. Lettre à mon donneur. Tu ne sauras jamais qui je suis et pourtant tu m'as sauvé la vie. Tu ne sauras jamais qui je suis et pourtant tu es gravé dans mon cœur pour toujours. Tu ne sauras jamais qui je suis, mais moi je sais qui tu es. Tu es mon super-héros sans cape, my Englishman comme je te surnomme. Je ne cherche pas à imaginer à quoi tu ressembles, si tu es blond, brun ou si tes yeux sont verts. Tu es une belle personne, j'en suis sûre, et cela me suffit. Le 26 novembre 2018, j'ai appris que j'avais une leucémie agressive, que la chimiothérapie ne suffirait pas pour me guérir. Et pourtant, j'ai 44 ans, 2 enfants de 13 et 15 ans que je veux voir grandir. Le 18 mars 2019, quelques jours avant le printemps, tu es allé à l'hôpital pour me donner tes cellules souches, ces mamans globules contenues dans ta moelle osseuse qui vont me permettre de continuer à voir rire mes enfants. Le 19 mars 2019, après un long voyage dans le tunnel sous la Manche, tes cellules souches sont arrivées à Paris. Tu sais, je suis fille unique. Personne dans ma famille ne pouvait me faire ce cadeau si précieux. Alors le 19 mars 2019, j'ai gagné un petit frère. Bien sûr, on ne partagera jamais de fête de Noël, de soirée au cinéma. Je n'entendrai pas le son de ta voix au téléphone. Mais désormais, c'est ton sang qui coule dans mes veines. Tes mamans globules ont fait un travail magnifique. Maintenant, elles se sentent chez elles et ont donné naissance à de jolis bébés globules qui prennent soin de moi. Tu existais, ça c'est sûr. Mais j'avais une chance sur 1 million pour que tu aies fait la demande de t'inscrire sur le registre international. J'ai gagné au loto de la vie. Comment remercier quelqu'un qui a fait preuve d'un tel altruisme? En riant, en pleurant, en vivant tout simplement. Je m'y emploie à 200%. En restant positive et en criant au monde entier, vous aussi vous pouvez être un héros. Ce n'est pas une question de temps, mais une question de choix. Le choix de l'amour universel. Désormais, toi et moi sommes liés pour l'éternité. Chaque jour qui passe, je pense à toi. Chaque jour qui passe, je sais la chance que j'ai d'avoir pour la première fois de ma vie un frère qui, sans rien demander en retour, m'a donné une seconde vie. Oh, Fabienne, il va falloir que la petite boule dans la gorge passe. Ah bah moi aussi. Hein. Là, J'imagine que chaque fois que tu la lis, c'est... Oui, c'est toujours pareil. Voilà. La même émotion. Bon, mais écoute, Fabienne, voilà, on attaque. C'est un peu bizarre de se dire bonjour après, mais je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. C'est extraordinaire. Ton histoire m'a tellement touchée. Alors, pour la petite anecdote, j'étais chez le garagiste. C'était pour changer mes pneus neige. Je suis toujours en retard. Donc, je me souviens exactement à quelle heure, le moment où j'ai découvert ton compte sur Instagram. Et je me suis dit, là, Fabienne, il me la faut pour le podcast. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à te demander. Et j'ai quand même envie de raconter la petite histoire qu'en fait, le titre ne t'a pas tellement parlé, on va dire. Et donc, je t'ai dit, écoute, prends ton temps, écoute un podcast et puis tu peux me revenir. Et donc, voilà, j'étais curieuse et voilà. Donc, on a plein de choses à aborder aujourd'hui. D'abord, tu vas m'expliquer, en fait, pourquoi finalement ce titre t'a parlé. On a tellement de choses à se raconter. Je pense qu'en fait, s'il n'y avait pas de limite de temps, on resterait là pendant toute une journée parce que c'est tellement passionnant. Donc, on va passer en revue ton parcours médical, qui est extraordinaire dans ce sens que j'ai été très marquée par cet optimisme permanent. Tout le temps, cet optimisme, voir les choses de manière positive, ça m'a extrêmement marquée et ça m'a marquée dans des moments qui ont été vraiment très douloureux avec un pronostic vital très défavorable, on va dire. Cette histoire de chute de tension là où tu t'es senti partir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et puis après, j'aimerais qu'on passe à cette partie de ton livre que tu as appelé ma boîte à outils, devenir acteur de sa guérison. Enfin, on a plein de choses à se raconter. Puis l'après-cancer, et puis quand enfin tout s'éclaire. Donc voilà, en fait, je pense que je vais pas beaucoup parler. Je vais te laisser parler. Et voilà, on va commencer par Naître princesse, devenir guerrière. Et puis je vais te laisser raconter ton parcours médical.
Alors effectivement, moi quand j'ai vu naître princesse et devenir guerrière, en fait je me suis reconnue ni dans la princesse ni dans la guerrière en fait. Alors je pense que j'avais une vision un peu archaïque de la princesse, tu vois, celle qui est dans sa tour, un peu dépendante de tout ce qui se passe autour d'elle, un peu bling bling, tu vois, tout ce que moi je ne suis pas en fait. Et quant à la guerrière, pour moi, ça avait une connotation un peu violente. En fait, tout simplement. Et justement, pendant toute ma maladie, j'ai tellement essayé d'utiliser le moins possible ce terme de combat. Combat, ouais. Tout simplement parce que pour moi, à la différence d'un virus ou d'une bactérie, tu vois, le cancer, c'est quand même une défaillance de notre système immunitaire quand même. Et utiliser le mot combat, au début, c'était un peu contre-productif parce que j'avais l'impression de me battre contre moi-même, en fait. Bon, donc voilà. Ouais. Alors du coup, naître princesse et devenir guerrière, je me suis dit oulala, mais alors moi je suis ni l'un ni l'autre. Et effectivement, j'ai écouté 2 ou 3 podcasts et j'ai réfléchi à tout ça. Et en fait, grâce à ce titre, hein, j'ai envie de dire, j'ai découvert qu'en fait j'étais tout à fait les deux. En fait, simplement, je pense que princesse, j'avais donc cette vision un peu archaïque. Et puis, tu sais, moi, je suis prof des écoles. Alors, les princesses, on en parle dans les livres. C'est très, très stéréotypé, en fait. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis quant à la guerrière, en fait j'ai découvert qu'il y avait plein de façons d'être guerrière en fait. Hein. Donc il y a des guerrières combattantes qui sont plutôt, qui se mettent plutôt en action grâce à la colère qu'elles peuvent ressentir ou le sentiment d'injustice ou tu vois la tristesse, ce genre de choses. Et puis il y a les guerrières un peu plus comme moi en tout cas dans laquelle je me reconnais plus. C'est je dirais plus une guerrière pacifique en fait qui est plus dans la résilience, dans l'acceptation, mais malgré tout qui se bat. Je crois qu'on peut se battre sans être violent en fait. Et dans le cadre de la maladie, finalement, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase et je me suis dit mais bien sûr que si, on peut être toutes les guerrières en fait. Donc finalement, ça me correspond très très bien. Mais écoute, c'est super. Et c'est vrai que ce titre parfois peut un petit peu choquer. Et finalement, en fait, j'ai reçu une affiche de ma scénologue où il était marqué on est princesse, mais la vie nous fait devenir guerrière ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que des guerrières, elles peuvent déposer le genou à terre, elles peuvent déposer leur armure, elles peuvent. Et il y a toutes sortes de guerrières. Donc voilà, tu es une guerrière pacifique. Écoute, c'est quand même formidable. Alors on va attaquer ton parcours médical. Alors, je n'ai pas encore accepté quelqu'un qui avait une leucémie sur le podcast, et donc le fameux cancer du sang, on peut dire comme ça aussi, qu'on connaît moins en fait. Moi, c'est vrai que j'ai appris plein de choses quand je t'ai rencontré. Donc, on connaît beaucoup sur le cancer du sein, mais la leucémie, moins. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, tu as tellement de choses à nous raconter par rapport aux dons de moelle. Donc voilà, je te laisse commencer. Oui, alors la leucémie, c'est vrai que c'est un cancer complètement à part par rapport au cancer solide. Et du coup, pour essayer d'expliquer un petit peu le parcours, moi j'ai eu une leucémie aiguë. Parce qu'il y a 2 types de leucémie. Il y a des leucémies chroniques. Avec laquelle les gens peuvent vivre des années sans avoir finalement aucun problème à part un suivi régulier. Et puis tu as ce que moi j'ai eu, une leucémie aiguë, et là il y a vraiment urgence. Et leucémie chronique, tu vis avec des traitements ou c'est simplement Alors tu vis parfois sans traitement. Simplement les médecins découvrent au hasard d'une prise de sang que que tu as une leucémie chronique, et puis vraisemblablement dans le temps ça finit par s'emballer et ça nécessite après effectivement un traitement. OK. Ce dont on n'est pas bien sûr avec les leucémies chroniques, c'est que ça peut durer une année comme 20 ans sans qu'il y ait forcément quelque chose à faire. Le problème de la leucémie aiguë, c'est que les cellules cancéreuses qu'on appelle les blastes arrivent donc de la moelle osseuse, puis viennent dans le sang. Et une fois qu'elles sont dans le sang, si on s'en rend pas compte assez rapidement, elles prolifèrent très très vite. Voilà, donc par exemple moi le jour où j'ai été diagnostiquée, j'avais 70% de cellules cancéreuses dans le sang. Ce qui est quand même Oui, et c'est simplement parce que le sang circule partout dans le corps, c'est ça fait l'idée. C'est simplement alors là pour le coup je sais pas si c'est parce que ça circule.
Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cellules cancéreuses dans le sang, elles viennent prendre la place, si tu veux, ou manger en tout cas nos globules sains. Ce qui fait que, contrairement à des personnes qui vont être diagnostiquées d'un cancer solide, nous, quand on nous diagnostique une leucémie, en général, on a quasi plus de globules rouges, quasi plus de globules blancs et quasi plus de plaquettes. Ouais, mais donc vraiment c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux et surtout, du coup, le jour où on t'apprend ça, en général, on t'hospitalise d'urgence. Oui, Alors, est-ce que tu peux justement, j'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire de quand même, tu as eu des maux de tête pendant un petit temps. Tu as même parlé d'errance médicale en fait dans ton livre. Bon, elle a pas duré des mois, mais c'est quand même, je pense que heureusement parce que je serais morte. Tu serais morte. Oui, c'est ça. Donc je pense que tu as eu un ange gardien. Enfin, est-ce que l'énergéticienne n'était pas justement l'ange? Je te laisse raconter parce que je trouve ça passionnant. Oui, alors du coup, vacances de novembre, donc comme j'ai dit, je suis prof des écoles, vacances de novembre avec mon conjoint, on part en Corse, comme on a l'habitude de le faire régulièrement, et on part faire de la randonnée. Et puis, dernier jour, on fait une randonnée de 8 heures. Bon, 8 heures, c'est pas rien, hein. Non. Mais quand même, les 2 dernières heures de randonnée, je suis au bout de ma vie, complètement essoufflée. Je deviens pas sympa du tout avec lui. Je lui dis que j'en peux plus, quelle idée on a eue, je veux rentrer à l'hôtel. Enfin bon, la cata, quoi. Et puis bon, voilà, écoute, le lendemain, ça passe. On rentre à la maison. Et puis là, commencent des maux de tête. Alors au début, c'est pas forcément violent, c'est des maux de tête. Bon écoute, ça m'arrive de temps en temps, je prends un Doliprane, ça passe, tout va bien. Le problème, c'est qu'au bout de 6 heures, ces maux de tête, ils reviennent. Oui. Je me dis quand même, d'habitude, je prends un Doliprane et puis ça suffit, ça revient pas comme ça. Bon, j'attends 2 ou 3 jours et pendant ces 2 ou 3 jours, non-stop, dès que les 6 heures sont passées, les maux de tête reviennent. Et ils reviennent même la nuit. Il me réveille la nuit. Et puis plus ça va, plus c'est vraiment douloureux. Et là, je me dis, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas normal. Moi, des maux de tête, j'en ai déjà eu. D'habitude, ils passent en une fois, ils reviennent pas. Bon. Alors, comme je suis pas une adepte à la base des médecines conventionnelles, mon premier réflexe, c'est pas d'aller voir un généraliste, c'est d'aller voir une énergéticienne, une magnétiseuse, si tu veux. Et puis donc moi je rentre dans son cabinet toujours très optimiste, donc je lui dis bonjour, je viens pour que vous me fassiez passer ces maux de tête, quoi. Bon, très bien, elle met ses mains sur mon corps, moi je la vois pas, je suis de dos. Je vois quand même que la séance prend vraiment du temps par rapport à d'autres fois. Et puis à la fin de la séance, elle me dit je sais pas trop ce que ça va faire là par rapport aux maux de tête, si je vais réussir à les faire passer, mais par contre il y a une chose dont je suis sûre. Il faut que vous alliez voir un médecin généraliste. Je veux qu'on vous fasse une prise de sang. Bon, alors moi, j'ai jamais entendu une magnétiseuse dire des choses comme ça. Non, mais elle avait donc, ça, elle avait ressors senti. Voilà, elle me l'a expliqué après. En fait, quand elle a mis ses mains, elle a vu le mot warning, danger de mort, faut faire quelque chose, quoi. Bon, après, elle savait pas ce qui se passait dans mon corps et elle s'est dit une prise de sang, ça va nous faire au moins un petit état des lieux, quoi. Donc je repars pas franchement apeurée, je me dis oui, après tout pourquoi pas une petite prise de sang, on verra bien, on sera sûr. Bon voilà, très bien. Je vais voir mon médecin généraliste que je connais depuis que je suis toute petite. Et puis, je lui explique mes maux de tête, je lui explique que peut-être une prise de sang de contrôle, ce serait bien. Et puis là, il me dit, non mais tu sais, écoute, c'est le stress, tout ça, les maux de tête, en général, c'est le stress. Je lui dis, oui, mais enfin, moi, tu me connais, je suis pas du tout quelqu'un de stressé. Et puis, à l'heure actuelle, dans ma vie, en plus, rien ne me donne envie de stresser de quoi que ce soit. Alors, comme on s'était rendu compte que j'avais un peu d'arthrose dans le genou, il décide de me faire une radio des cervicales. Et effectivement, à la radio des cervicales, on découvre un début d'arthrose. Donc lui, forcément, il en conclut que c'est ce début d'arthrose qui crée mes maux de tête. Donc il me donne des anti-inflammatoires, ce qu'il faut absolument pas faire quand on a une leucémie. Il décide de ne pas faire de prise de sang. Il s'en tient à la radio, en fait. Donc, je repars avec mes anti-inflammatoires.
Pendant 2-3 jours, effectivement, dès que je prends des anti-inflammatoires, j'ai plus mal, mais les maux de tête reviennent en permanence. Et je me dis, moi, je suis pas du tout, donc comme je t'ai dit, médicaments, médecine conventionnelle, tout ça, et je me dis, mais je vais quand même pas prendre des anti-inflammatoires jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas possible cette histoire. Donc je recontacte ma magnétiseuse qui me dit, non, ce médecin, ça va pas, faut aller voir un autre médecin, il faut une prise de sang. Bon, alors je décide d'aller voir... Quel ange gardien, mais c'est pas possible. Oui. Tout à fait. Je décide d'aller voir la généraliste qui s'occupe de mes enfants, qui est plus près de mon domicile et du coup qui me connaît aussi puisqu'elle fait mes certificats médicaux sportifs en fait pour le sport chaque année. Oui. Et là, elle me dit, mais enfin si vous avez déjà été voir un docteur, que voulez-vous que je vous dise de plus en fait ? Et elle rajoute, vous travaillez, vous êtes dans une classe avec des enfants. Si vraiment il y avait quelque chose de grave, vous seriez arrêté. Oh là 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 là. Je lui dis, sauf que moi, si j'arrive à travailler, c'est parce que je prends l'anti-inflammatoire et que pendant que je prends l'anti-inflammatoire, j'ai pas mal. Mais en réalité, si j'en prends pas d'anti-inflammatoire, je peux pas aller travailler à l'école. Elle refuse de faire une prise de sang puisqu'elle a fait une prise de sang 1 an avant et que pour elle, ça lui paraît suffisant. Comme si rien ne pouvait se passer en 1 an, mais bon. Voilà. Donc elle me dit, vous continuez avec les anti-inflammatoires et puis voilà. Alors moi, ce soir-là, je rentre chez moi, je me rappelle très bien, je prends l'apéro avec 2 copines et je leur dis, c'est fini. Vous savez quoi, les filles, moi j'en ai ras-le-bol de ces histoires. Si personne pense que j'ai quelque chose de grave, c'est que tout va bien. Alors c'est parfait, on continue comme ça et puis c'est tout. Voilà. Et puis, malheureusement, donc tout ça, ça dure à peu près sur 3 semaines. Oh, c'est long. Mais bon, 3 semaines dans le cadre d'une leucémie. C'est grave, oui. C'est grave, en fait, 3 semaines. Oui, parce qu'en fait, tous tes globules sont en train de chuter en... C'est ça. Ouais, et du coup, libre, alors, les globules rouges, la chute des globules rouges vont m'exposer à être très fatiguée. La chute des globules blancs vont m'exposer à attraper n'importe quel virus ou bactérie ou champignon ou tout ce que tu veux. Et les plaquettes, c'est un risque hémorragique énorme. Si je me coupe... Et tu ne devenais pas grise ou il n'y a pas de signe, en fait, on voit pas. Alors, la seule chose que j'avais comme signe physique, c'était des bleus. Bon, mais ça, on peut pas... les bleus, c'est typique de la baisse des plaquettes. Oui. Le souci, c'est que moi, j'ai une peau très fine qui marque énormément. Donc moi, si je me pince le bras, c'est fini, j'ai un bleu. Oui. Voilà. Donc, du coup, les bleus que j'avais sur les jambes, j'en avais 2, ça m'a pas trop alertée, en fait. Et puis, au bout de ces 3 semaines, un matin, impossible de me lever de mon lit. C'est-à-dire, j'essaye de me lever de mon lit, mais je tiens pas debout. Jamais j'ai ressenti ça de toute ma vie. Une fatigue comme ça, on doit me porter, on doit m'aider. Je peux pas sortir de mon lit. J'appelle tout de suite ma magnétiseuse. Et là, elle me dit, c'est fini, moi je m'occupe plus de vous, parce qu'à chaque fois que je m'occupe de vous, je remonte votre taux vibratoire, du coup les médecins ils vous trouvent en bonne forme, etc. Et personne ne fait rien. Donc maintenant, moi je ne fais plus rien, vous appelez SOS médecin, et on va voir ce qui se passe. On appelle SOS médecin. Dieu, cette histoire. Et là, le médecin qui arrive dans la chambre me dit, mais enfin, comment ça se fait qu'on vous a pas fait de prise de sang pour tout vérifier? Alors lui, il me fait une prise de sang de 5 pages. Il demande même des marqueurs, cancer du sein. Je saurai après, parce que moi, au début, je connais pas ces marqueurs sur ma prise de sang, tu vois. Et puis, il me dit, moi, je vous arrête 3 jours. Là, vous avez vraiment besoin de repos, 3 jours. J'en rigole maintenant, je vous arrête 3 jours. Oui, qui sont devenus... Voilà, qui sont devenus 3 ans. Oui, 3 ans, oui. Écoute, et puis donc le lendemain, je vais faire ma prise de sang aidée de mon conjoint parce que je tiens toujours pas debout. Je passe la journée sur mon canapé. Le soir, une de mes amies va récupérer ma prise de sang parce que je suis toujours incapable de conduire. On l'ouvre ensemble. On se rend compte que tout ce qui est marqueur de différents cancers, tout est négatif. Ce qu'on voit sur la prise de sang, c'est pas trop alarmiste en fait, sauf qu'il manque toute la numération. C'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, etc. Et puis là, je me dis, de toute façon, c'est qu'il y avait peut-être des examens plus longs, ça arrivera après. Bon, moi, toujours optimiste, donc je me dis, voilà, il y a rien sur la prise de sang. Oui, elles arrivent incomplètes, en fait, oui, tout à fait. Voilà, avec un petit décalage. Je me dis, écoute, regarde, tu vois, tout va bien, écoute, c'est un petit coup de fatigue, ça ira mieux. Un gros coup de fatigue. Gros coup de fatigue, ouais, c'est vrai, mais tu sais, j'ai toujours tendance à, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, 2 heures après, mon téléphone portable sonne. Et la généraliste qui m'avait dit, s'il y avait quelque chose de grave, vous ne seriez pas devant moi comme ça en pleine forme.
me laisse un message et me dit Madame de Girardi, je vous attends dans mon cabinet dès que vous pouvez, ne venez pas seule et je vous attendrai jusqu'à 21h s'il faut, mais venez me voir dès que vous avez mon message. Très bien, donc là, je dis à mon conjoint, alors finalement, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Donc, on part au cabinet de la généraliste et là, elle m'explique, alors, je vois qu'elle a ma prise de sang dans les mains. Je vois également que elle me montre les résultats, mais en mettant ses mains dessus. Hein, tu sais, donc je vois pas bien les chiffres. Et là, elle me dit, écoutez, votre prise de sang n'est pas bonne du tout. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez une leucémie. Est-ce que vous savez ce qu'est une leucémie ? Alors sur le coup, je lui dis un cancer du sang. Bon voilà, moi c'est tout ce que je sais. Oui, mais c'est ça. Hein, et leucémie, ça s'arrête à ça, un cancer du sang. Elle me dit tout à fait. Là actuellement, vous êtes vraiment en danger. Donc je vais vous demander de rentrer chez vous, de faire un sac en 5 minutes. Moi, j'appelle les urgences du service hématologie de Versailles et vous filez tout de suite à l'hôpital. Voilà. Ouf. Et là, donc je rentre à la maison, j'ai mes 2 garçons de 13 et 15 ans à l'époque, je dois leur dire que je pars à l'hôpital. Je peux pas leur dire en 5 minutes, les garçons, j'ai un cancer du sang, je pars à l'hôpital, je sais pas ce qui va se passer. Je peux pas dire ça. Donc je dis, y a quelque chose qui va pas très bien dans la prise de sang, les médecins veulent me faire des examens, donc avec papa, on part à l'hôpital et puis on vous expliquera dans les jours qui viennent, quand on saura exactement ce qui se passe. Évidemment, eux, ils pleurent, hein, toutes les larmes de leur corps. Moi, je suis devant ma valise, je sais même pas ce que je fais avec cette valise, je sais même pas ce que je mets dedans, puisque je sais pas pour combien de jours je pars, ce qu'on va me faire. Je mets vaguement un pyjama, un livre, et puis on part. Dans la voiture, on dit plus rien, on se parle pas, voilà. On sait pas. De toute façon, on sait pas ce qui se passe. On a l'impression d'être dans un film en fait à ce moment-là. Mais c'est surréaliste, c'est complètement surréaliste. Je suis pas dans ma vie là, je suis en train de regarder quelque chose à la télé. C'est pas ma vie, c'est pas possible ça. Et puis très vite, on arrive aux urgences. Les urgences ont été prévenues, donc une infirmière vient nous chercher. Elle est masquée. Alors masquée aujourd'hui, ça paraît courant, hein, sauf que donc moi c'est en novembre 2018, hein, donc y a pas bien de COVID, avant là, y a pas de la Covid & Donc des gens masqués, nous, à part les touristes asiatiques dans les rues de Paris, sinon on n'en voit jamais des gens masqués. Donc je vois cette infirmière masquée avec une charlotte, enfin tout ça, qui nous demande de la suivre, qui prend mon conjoint à part, qui lui met une tunique, un masque, etc. Et puis moi on me fait venir dans une chambre. Tout de suite la porte est refermée et là on m'explique, enfin l'hématologue de service rentre dans la chambre et va venir nous expliquer que je vais rester là dans cette chambre de 15 mètres carrés, enfermée, sans pouvoir sortir dans le couloir pendant 5 semaines au minimum. Oh, c'est la fameuse chambre stérile, quoi. Oui. C'est la fameuse chambre stérile. Alors chambre stérile, moi c'est pareil, moi, tu sais, chambre stérile, j'ai vu ça 1 ou 2 fois dans un film. Oui, les maladies tropicales. Voilà, ou alors un enfant vraiment immunodéprimé, ou enfin, je sais pas, ce genre de choses. Mais moi, je comprends pas du tout ça, parce que je suis pas immunodéprimée, moi, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. C'est surtout, je trouve que c'est tellement soudain. On est là, c'est en 1 heure de temps, quoi, que ta vie bascule, en fait. En 1 heure de temps, on t'explique que non seulement tu es gravement malade, mais que cette maladie a la particularité de te mettre dans une sorte de prison en fait, parce que quand t'apprends que tu as un cancer du sein, du côlon ou de ce que tu veux, ma foi, on t'apprend ça, tu rentres chez toi, tu te prépares, on va te dire voilà, dans 1 semaine on commence la chimio ou l'opération ou la radiothérapie ou etc. Et là non, en fait non, t'as pas le temps. Là on te dit c'est maintenant, c'est tout de suite. Là vous êtes vraiment en danger. Et puis dans cette chambre stérile, je prends conscience que 2 jours avant, j'étais dans une classe avec une vingtaine d'élèves de 7 ans, tous porteurs au mois de novembre, t'imagines bien, de tous les virus qui peuvent traîner à cette époque de l'année. Donc j'étais vraiment réellement en danger, quoi. Et donc il y a réellement eu des anges gardiens, parce que là, enfin je veux dire, tu aurais pu mourir d'une grippe ou d'un rhume. C'est ça. Ah bah là, une grippe à ce moment-là aurait été mortelle pour moi, ça c'est sûr. D'ailleurs, on apprendra quelques jours après mon hospitalisation que j'ai une infection pulmonaire.
Je commence à avoir besoin de lunettes à oxygène, puis d'un masque à oxygène, puis se pose la question de me descendre en réa parce que vraiment je respire pas bien du tout, ma saturation est pas bonne. Sauf qu'en fait cette infection pulmonaire, probablement en fait que je l'ai attrapée pendant que j'étais à l'école. Oui, et le fait que tous ces globules blancs. Alors, j'ai juste, parce que j'aimerais bien que tu nous parles de cette fameuse chimio et puis de tous ces nombres, en fait, que tu savais pas. Et donc, cet optimisme toujours, le personnel médical qui sait, en fait, la gravité de la situation et puis toi qui es tout le temps optimiste. Mais qu'est-ce que tu as comme message à nous dire, justement, par rapport à ces 3 semaines? Oui, c'est quand même un peu de l'errance médicale. Tu as des maux de tête, tu demandes d'avoir cette prise de sang. Qu'est-ce que tu as comme message à dire au monde, aux gens, aux médecins aussi, par rapport à tu sentais qu'il y avait quelque chose et on te refuse des prises de sang? Moi, ce que je dirais aux gens comme moi, donc ceux qui sont du côté des malades, c'est en fait, affirmez-vous. Oui. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, enfin tu l'as lu dans mon livre, j'ai toujours été quelqu'un qui ne voulait pas se faire remarquer. Ça va avec ma particularité, avec ma blessure émotionnelle, d'enfance, etc. J'ai toujours préféré être celle qu'on voit pas trop. Du coup, il y a aussi ce souci de s'affirmer. Et c'est-à-dire que moi, j'ai des amis. Si le médecin avait dit non, je vous ferai pas de prise de sang, je te garantis, elles seraient restées dans le cabinet jusqu'à ce qu'elles aient leur prise de sang. Voire, elles auraient été dans un labo en disant, tant pis, je serai pas remboursée, mais faites-moi cette prise de sang. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à ce moment de ma maladie, je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi, je sais pas encore suffisamment m'affirmer pour aller au bout de ce que je pense. Parce que véritablement, la petite voix au fond de moi, elle me dit depuis le départ, depuis le 2e jour que j'ai ces maux de tête, je sais que c'est pas normal. Je sais que c'est pas une situation d'habitude. Oui. Donc, voilà, c'est à partir du moment où on ressent les choses, il faut oser s'affirmer, ça c'est primordial. Et puis je dirais aux médecins, honnêtement, franchement, une prise de sang. Qu'est-ce que ça coûte en plus? Ouais, c'est vraiment. Qu'est-ce que ça coûte pour quelqu'un comme moi, en plus, qui n'a jamais été en arrêt maladie de toute sa vie, à part pour ma leucémie. C'est qu'à un moment donné, écoutez les gens. Soyez pas juste des techniciens, quoi. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Mais nos ça, ressentis, c'est important. Oui, mais c'est vraiment un message important. Et puis bon, ce qui me frappe aussi, c'est que j'entends déjà qu'il y a eu probablement un gros boom de confiance en toi, en fait, d'oser t'affirmer grâce à la maladie. C'est formidable. Alors cette fameuse, sans rentrer non plus dans des termes trop médicaux, mais ça m'a tellement frappée parce que cette première chimio a été comme une espèce de bombe atomique. Donc il a fallu commencer le lendemain. Je sais plus très bien exactement en fait. Alors en fait, pendant 3-4 jours, on m'a posé un cathéter externe, on m'a fait tous les examens possibles et inimaginables parce que en fait, il faut une leucémie, ça peut aussi aller dans les méninges, les cellules cancéreuses, donc ça se soigne pas pareil. Non. Donc j'ai eu droit à des scans du crâne, on m'a fait aussi des radios de la colonne, enfin plein de choses, plein d'examens pendant 3-4 jours. Puis, alors le fameux myélogramme, ça c'est l'examen peut-être qui peut un peu s'apparenter à ce que les cancers solides appellent biopsie. Tu vois, un myélogramme, c'est une ponction qu'on vient faire dans le sternum pour. Alors moi, dans le sternum, ça peut être fait dans l'os du bassin aussi, pour ponctionner de la moelle osseuse. Okay. Alors ça se fait sous anesthésie locale, voilà. Mais bon, c'est quand même vraiment, faut imaginer la perceuse qui va percer l'os et puis la seringue qui vient aspirer la moelle osseuse, c'est pas agréable du tout. Mais ce myélogramme, c'est ce qui permet en fait de classifier ta leucémie. Okay. Donc ça permet de dire c'est une leucémie aiguë myéloblastique comme moi par exemple, ou lymphoblastique, ou ceci cela. Ça permet de voir les petits problèmes chromosomiques et ça permet de donner un pronostic. Alors effectivement, les médecins ne me disent pas tout de suite que mon pronostic à moi est défavorable. Je ne l'apprendrai qu'après la greffe en récupérant mon dossier médical. Mais en fait, j'ai 2 mutations chromosomiques qui font que mon type de leucémie est très très agressive, avec un pronostic défavorable et surtout très récidivante. On le sait d'avance.
Enfin, les médecins, du coup, le savent d'avance. Donc, une fois qu'ils ont les résultats du myélogramme, ils savent qu'il faut commencer la chimio de manière urgente. Et pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas communiqué tout? C'est volontaire de pas t'avoir communiqué ces nombres? Est-ce qu'ils ont dit à ton mari que le pronostic vital était engagé? Alors, qu'est-ce ils n'ont qui s'est dit passé, en fait? ni à mon conjoint, ni évidemment à mes enfants, ni à ma maman. Okay. Par contre, j'ai su après en demandant à mes amis de témoigner dans mon livre. Ah oui. Voilà, j'ai su qu'ils en avaient parlé à 2 de mes amis. Ils les avaient, quand elles sortaient de ma chambre, ils étaient allés les voir en leur disant vous êtes qui pour Madame de Girardi? On est ses amis, voilà, on va venir souvent la voir. Et le médecin a répondu oui, profitez-en bien parce que ça va pas durer longtemps. Ah, mais c'est fou cette histoire en fait de dire ça aux amis, mais pas à toi, mais quelque part peut-être qu'en fait c'est ça qui t'a permis de rester toujours aussi optimiste. Alors je saurais pas dire aujourd'hui je saurais pas dire aujourd'hui déjà pourquoi ils ne me l'ont pas dit. Est-ce qu'ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils se sont dit si on lui dit c'est cuit, elle va pas suivre en fait. Est-ce que si j'avais posé la question, peut-être ils me l'auraient dit. J'ai pas posé la question non plus, tu vois. Peut-être qu'ils ont simplement omis de tout. Enfin, ils ont pas. Je sais pas. C'est intéressant en fait. Et dans ton histoire, je trouve que c'est une question intéressante en fait. Est-ce qu'il faut tout savoir? Est-ce que c'est mieux de pas tout savoir? Enfin voilà, c'était aussi des sujets de podcast que je voulais. Moi aujourd'hui, tu vois, je les remercie encore de ne m'avoir jamais dit ça. Ah ben c'est ça que j'ai envie d'entendre en fait. Non seulement, bien sûr, bien sûr que je les remercie parce que pour toi ça t'a aidé. Déjà de ma part déjà très clairement, moi j'ai toujours dit, alors pas au départ. Mais après, j'ai toujours dit à mes soignants, quels qu'ils soient, ne me dites pas ce que je n'ai pas besoin de savoir. Déjà, quand j'arrive pour la greffe où le protocole va durer 6 semaines, l'infirmier commence à me raconter ce qui va se passer sur 6 semaines. Oui. Non, stop, moi mon cerveau il fonctionne pas comme ça. On me dit ce que je vais faire dans la journée, ça me suffit, pas besoin de savoir le reste, ni les risques, ni quoi que ce soit de tout ça. Mais le jour de l'annonce, ils me connaissent pas, ils savent pas que je suis comme ça. Oui. Et ben en fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai pas besoin d'avoir ce genre d'informations, j'ai besoin que mon cerveau il soit tourné vers les bonnes nouvelles, pas vers les mauvaises. Alors, il y a des gens qui veulent tout savoir. Ouais, moi, non. Non, mais, voilà. Mais merci de raconter ça, de le dire parce que ça t'a aidé. Effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre de ta part que finalement on connaît ton programme des 6 semaines et tous les risques. Voilà, ça t'a aidé d'être dans le moment présent, de savoir ce qui allait se passer chaque jour et de ne pas anticiper. Voilà. Est-ce que tu avais senti que ce pronostic était défavorable ou pas spécialement Alors, c'est rigolo cette question parce que cette question m'a réveillée cette nuit. Sûrement que je devais penser au podcast, peut-être, je sais pas. Et je me suis dit, mais au fond, toi-même, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu sentais quand même que ça allait être compliqué ou pas? Oui, en fait. En fait, j'ai tout de suite entendu cette petite voix intérieure, celle qui nous parle parfois, là, tu sais. J'ai tout de suite entendu me dire, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, ça va être dur, ça va être très dur, ça va être très long, mais tout ira bien. Celle-là, je l'ai entendue. Oui. Mais je sais aussi que si je l'ai entendue, c'est parce que il y avait aussi cette partie de moi qui comprenait que c'était pas du tout gagné d'avance. Pas du tout. Donc, je pense que j'en avais conscience, notamment quand l'hématologue qui gère mon dossier vient me voir et me demande de signer un essai clinique de phase 3 visant, tiens-toi bien, à améliorer la survie des adultes. Bon, déjà, quand on te fait signer quelque chose comme ça, tu te dis, alors, à améliorer la survie. Bon, alors, je sais pas, moi, j'étais sûre de survivre pourtant. Donc, voilà. Ouais. Bien sûr, en toute honnêteté, bien sûr que j'ai eu conscience c'est comme que c'était pas gagné. 2 petites voix qui se battent pas spécialement en duel, en fait. Non, en fait, elles se battent pas. Il y a celle qui est réaliste et qui te dit attention, toi tu prends. Tu sais, pour moi, la vie, ça a toujours été un peu un terrain de jeu, quoi. La vie, pour moi, faut s'amuser, faut l'expérimenter, je suis pas, j'aime pas trop prendre la vie au sérieux. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et puis là, il y a cette petite voix qui dit là c'est quand même une partie sérieuse de ta vie en fait. Voilà, là on y est quand même. Là à un moment donné, il faut arrêter de rigoler, de jouer. Là voilà, là ça devient sérieux. Il y a cette petite voix là et puis il y a celle qui dit mais t'inquiète, ça va aller.
ça va le faire. Oui, donc c'est comme si tu avais donné presque plus de place à celle qui disait. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est comme l'histoire des deux loups, quoi. Tu sais, on nourrit celui qui survit en nous, c'est celui qu'on nourrit, tout simplement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette première chimio que moi, dans mes notes ici, quand on s'est parlé il y a 2 semaines, j'ai noté descente aux enfers. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de cette expérience, de cette première chimio? Et puis, on va en brancher évidemment après sur ce Your Englishman, quand même, c'est extraordinaire. Donc voilà, je te laisse nous raconter. Alors cette première chimio, écoute, oui, descente aux enfers, c'est vraiment le mot, parce que premièrement, donc j'arrive donc à l'hôpital en étant en aplasie. Quand on est en aplasie, c'est donc ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Quasi plus de globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc. Donc je suis très très fragile. J'ai cette infection pulmonaire et là-dessus on m'annonce que moi, ma chimio, elle va durer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai fait le calcul rapidement, 168 heures de chimio. 168, alors moi, j'avais à l'époque peu de gens autour de moi touchés par le cancer, fort heureusement. Mais en tout cas, de ce que je connaissais des autres cancers, je pensais que c'était plutôt 2 heures de chimio en hôpital de jour et on rentre chez soi, on revient dans une semaine, dans 15 jours, enfin voilà. Et moi, on m'annonce que je vais avoir 168 heures de chimio consécutives, sachant que le dernier médicament que j'ai pris avant les anti-inflammatoires, bien sûr, ça devait être quand j'étais ado. Tu vois, donc là je me dis, mon Dieu, mais comment mon corps il va supporter ce cataclysme? Parce que là pour moi c'est un cataclysme. Mais là c'est vraiment, c'est le bazooka quoi. C'est ça, ouais. c'est Tchernobyl quoi. Ouais, et donc effectivement, les premiers jours mon corps ne supporte pas du tout ce qui se passe. Donc très très vite je me retrouve alitée, extrêmement fatiguée. Je peux même plus me lever de mon lit. Donc on est obligé de me poser une sonde urinaire. J'ai cette infection pulmonaire, donc j'ai un masque à oxygène. Oh là là, ma pauvre. Je peux même pas lever mon bras. Lever mon bras c'est un effort démentiel. Manger, je t'en parle même pas. Évidemment, tout ce qui va avec la chimio, des vomissements, des nausées. Enfin voilà, tu n'arrives même plus à parler. Enfin, j'étais l'ombre de moi-même. Jamais de toute ma vie j'ai été dans un état comme ça. C'est presque des situations en fait dangereuses parce qu'on met vraiment le patient. C'est terriblement toxique, quoi. Alors c'est terriblement toxique et je t'avoue très clairement, je pense aussi que c'est pour ça que les médecins ont dit à mes amis ça va pas durer. Ça aussi je l'ai su après, mais premièrement ils ne pensaient même pas. Normalement dans une leucémie, cette phase d'induction, elle doit descendre tes cellules cancéreuses à moins de 5%. Si c'est pas le cas, faut recommencer la même chimio. Ah, mais ça le corps ne le supporte pas quoi. Alors, c'est très compliqué. Mais sauf que les médecins, eux, ne pensaient pas passer de 70% à moins de 5. Ils me l'ont évidemment pas dit, une fois de plus. Moi, comme on m'a dit, l'objectif, c'est de passer en dessous de 5, on va passer en dessous de 5. Voilà, si c'est l'objectif, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va atteindre l'objectif. On va atteindre l'objectif. Donc, moi, je suis l'ombre de moi-même, mais j'ai cet objectif en tête qui est de me dire ok, là je suis au plus mal, ok, je suis à terre. Quand tu disais la guerrière qui est à terre, là la guerrière elle est aplatie par terre, même autant te dire. Mais par contre, je sais que si je suis à terre, c'est pour atteindre cet objectif. Donc ça vaut le coup d'être à terre. Et peu importe. Si ça doit durer 3 semaines, ça durera 3 semaines. Mais si c'est ce que mon corps doit supporter pour arriver à mon objectif, c'est comme ça. Voilà. Mais je te coupe parce que c'est cette force du mental qui me frappe. Ton mental reste fort, ton optimisme, tu es focalisé sur ces 5%, tu es focalisé. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu dirais que ton mental a été vraiment un allié extraordinaire pendant toute ta maladie? C'est complètement ça en fait. Mon mental qui bien souvent m'a joué des tours parce qu'il tourne beaucoup. Alors pas de manière intellectuelle, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais il tourne beaucoup. C'est-à-dire que c'est très très rare. Avant ma maladie, les moments où j'avais pas une idée en tête ou bien des pensées limitantes, même tu vois, des choses qui m'embêtaient. Ouais. Donc voilà, le mental était pas du tout une clé pour moi. Ça l'est devenu très rapidement dans ma maladie parce que j'ai tout de suite senti que c'était mon arme.
Oui. Après, chacune trouve ses armes, mais j'ai vraiment senti que moi, ça allait fonctionner comme ça, en fait. Mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que dans des, je fais de nouveau, je m'arrête pour parler de ça parce que il y a tellement de malades qui tombent parfois dans des anxiétés terribles, d'anticipation, et en fait, moi je me souviens, ma meilleure amie, moi j'avais développé une anxiété d'anticipation, même des vomissements d'anticipation. Donc je rentrais dans un hôpital, je cherchais toutes les poubelles, je voyais une porte tournante, même dans un grand magasin. J'avais tout. Mon cerveau avait fait des milliards d'associations avec l'hôpital et donc tout ce qui me faisait penser à l'hôpital, une image d'hôpital à la télé, enfin, c'était infernal. Et ma meilleure amie me disait, Delphine, ton cerveau est capable du pire, mais il est capable du meilleur aussi. Donc, s'il est capable de faire des milliards d'associations pour le pire, s'il te plaît, envisage qu'il est capable de faire des milliards d'associations pour le meilleur. Et ton exemple est extraordinaire. Vraiment, voilà, on va continuer le podcast parce qu'on voit vraiment que c'est ça que tu as. Il a été capable du meilleur. Voilà, t'as été retiré. Il a même jamais envisagé le pire en fait. Oui. Et c'est là, tu vois, où la capacité de l'esprit, elle est juste incroyable parce que un tout petit exemple, quand t'es donc dans ces phases de chimio, donc première phase d'induction, heureusement pour moi, je descends à 4%, donc les médecins n'en reviennent pas mais ils sont contents. Ensuite, on continue avec 2 phases de consolidation où la chimio est un peu moins forte et dure moins longtemps. Et en fait, au milieu de ces 3 chimios, bah, t'as à chaque fois des phases d'aplasie parce que la chimio, elle va tuer les cellules dans le sang, mais du coup, elle tue aussi les cellules, les globules sains, en fait, si tu veux. Oui. Donc, dans ce type de cancer, tu es en permanence en aplasie, puis tu remontes, en aplasie, puis tu remontes. Oui. Et à chaque période d'aplasie, tu dois de nouveau rester dans ta chambre stérile pour ne pas contracter de virus. Et puis un jour, je me lève un matin et puis je me dis non, ras-le-bol, là moi j'en ai marre d'être en aplasie, j'ai qu'à me dire dans ma tête que je suis pas en aplasie et je vais aller faire mon vélo parce que ça commence à m'agacer là de rester sur mon lit à rien faire. Sachant que quand tu es en aplasie, du vélo, faut quand même faire attention parce que du coup, tu as toujours moins de globules rouges, moins de ceci, moins de cela. Me voilà partie à faire mon vélo, musique à fond, ambiance dans la chambre. Et figure-toi que 2 heures après, les infirmières rentrent dans ma chambre et elles me disent « Oh bah vous devinerez jamais, vous êtes encore sortie d'aplasie plus tôt que prévu. » Mais c'est pas possible. Mais en fait, voilà, c'est ça le truc. Alors bien évidemment que c'est pas le fait d'avoir pensé que j'étais en aplasie qui m'a mis, penser que j'étais sortie d'aplasie qui m'a fait sortir d'aplasie. Non. Mais en fait, tu vois, ton cerveau, tu peux lui dire ce que tu veux en fait, quoi. C'est le cerveau, c'est un muscle, on l'entraîne, quoi. On l'entraîne comme n'importe quel sportif va entraîner le reste de ses muscles, et ça marche quand on s'y tient. Ah, écoute, mais c'est donc finalement c'est 67% qui est descendu à 4%, et puis voilà, tu sors d'aplasie. Et alors j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire quand même de, tu avais une chance sur 1 million, mais toi, tu as vu ça plutôt comme pas mal. Donc, raconte-nous parce que c'est de nouveau ta manière de voir les choses qui est extraordinaire. Donc, oui. Alors là, tu vois, c'est un peu de la méconnaissance de ma part. J'ai toujours eu un petit problème avec les stats. Voilà. Bon, l'économie, je n'ai jamais rien compris à l'économie. J'ai fait un bac scientifique plus ou moins forcé, tu vois, à l'époque. Bon, les maths, admettons, ça passait encore, mais alors les stats, c'est le truc que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas quand on dit à quelqu'un tu as une chance sur 1 million, bah pour moi, ça revient à dire que tu as une chance en fait. En fait, je ne comprends pas. Donc, c'est comme les histoires. Bon, je joue jamais au loto, mais en l'occurrence, je dis que de toute façon, j'y jouerai plus jamais parce que quoi qu'il arrive, moi, j'ai déjà gagné au loto de la vie et c'est bien suffisant formidable. Comme ça. Ça, c'est sûr. Mais moi, tu me dis que tu as une chance sur 10 ou tu as une chance sur 1 million. Eh ben, je te jure, je ne simule pas là. Je dis pas ça. Pour moi, c'est pareil. En fait, à partir du moment où il y a une chance, pourquoi ce serait pas la mienne? C'est ça ma question à moi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, mais donc finalement, toi, on t'a dit une chance sur 1 million, mais le docteur était quand même un petit peu pessimiste. Mais toi, tu t'es dit, non, mais j'ai quand même attends, mais non seulement le docteur, lui, il était bon, faut qu'on demande vite, hein, parce que une chance sur 1 million, faut qu'on demande vite, hein. Oui, plein de copains autour de moi. Bah dis donc, on va peut-être aller faire une prise de sang hein, pour qu'il y ait un peu plus de donneurs et tout ça. Oui, bah attendez, on va regarder dans le registre là. Enfin, pas de panique, hein. Donc une
une fois de plus, c'était quand même plutôt moi qui rassurais mes copains autour de moi. Mais non, mais on va trouver. Enfin, il y a une chance. On va trouver. Je comprenais tout. Bon, voilà. Et écoute, très vite, assez rapidement, on va dire 1 mois, parce que je l'ai su début janvier. Début janvier, on m'a annoncé que j'avais non pas un donneur compatible, mais 2. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait... C'est extraordinaire, Fabienne, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de donneur, en fait? Je serais morte. Ah, tout simplement. Oui, t'aurais pas pu rester comme t'étais maintenant. Non, alors c'est sûr que non, parce que oui, j'étais en rémission, hein, on est bien d'accord. Oui. Mais une fois de plus, là pour le coup, statistiquement, il y a aucune personne qui a mon type de leucémie avec les mutations que j'ai, qui a survécu sans greffe. Ah oui, donc il fallait... Après, tu peux me dire, ça se trouve, j'aurais été la première, hein, on peut pas savoir. Mais en tout cas, les médecins ont su tout de suite, quand tu as une leucémie, la greffe, elle est pas obligatoire. Hein. Tous les gens qui ont une leucémie n'ont pas une greffe de moelle osseuse. Okay. Certains ont une leucémie dite gentille, entre guillemets, et la chimio suffit. D'accord. Moi, on a su tout de suite que ça suffirait pas. Ça n'existait pas, les gens qui pouvaient s'en sortir avec ce que j'avais sans greffe. Et il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas, enfin, qui ne trouvent pas de moelle alors, et qui décèdent, en fait, parce qu'il n'y a pas de moelle. Tu me parlais, en fait, de ces mix de races, en fait, qui sont, c'est plus compliqué. Alors c'est très compliqué parce que on imagine un peu que pour être compatible, c'est une histoire soit de groupe sanguin, ce qui est pas du tout le cas, parce que par exemple mon donneur est B+, moi je suis O+, donc j'ai pris maintenant le groupe sanguin de mon donneur. Donc c'est pas une compatibilité. Je suis devenue B+. Ouais. Okay. Et puis tu sais, je suis devenue un homme hein, quand même dans mes cellules du sang, hein. Forcément. Hein. Et si on fait le karyotype d'une cellule de mon sang, je suis un homme. Hein. Écoute. C'est comme ça, hein, la science a ses limites hein, parfois. Mais... Donc non, c'est pas une compatibilité de groupe sanguin. Alors pour faire simple, on a tous des antigènes. Tu sais, les antigènes, c'est tout ce qui est pathogène en fait, les virus qu'on peut rencontrer, ce que nos parents nous ont transmis, etc. Tout ça, ça fait un tissu d'antigènes. Et en fait, on développe chacun des anticorps par rapport à ces antigènes pour se guérir soi-même en fait. Et bien en fait la compatibilité pour une greffe de moelle osseuse, elle se fait par rapport à ces anticorps. OK. Donc en général, c'est quelqu'un qui a été au contact des mêmes virus que toi, etc. Et alors, quand même, il y a cette prédisposition, on va dire ethnique, qui fait que si tu es par exemple moitié asiatique et moitié finlandais, ce dont on est sûr, c'est que c'est pas un Africain qui va pouvoir te donner sa moelle. Il faut appartenir à la même ethnie. Alors c'est facile pour nous Européens entre guillemets, mais quand on a ça devient très compliqué quand il y a du métissage par exemple. Il y a une très très belle association au Canada, Swap the World, qui s'occupe de ça justement des minorités parce que voilà, c'est très très compliqué. Et c'est pour eux que tu as fait ces publicités, tu as témoigné. Alors, entre autres, alors j'en ai fait pour eux, oui. Pour eux, j'avais fait ma fameuse lettre au donneur. C'était l'occasion, ils l'avaient mise à l'honneur parce que, pour essayer de motiver les donneurs. Oui, et est-ce que, je fais un petit coq à l'âne, c'est facile de donner sa moelle? Moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire? Alors déjà maintenant, depuis janvier, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Tu peux donner ta moelle jusqu'à 60 ans, mais pour s'inscrire, ils ont un peu changé les règles et il faut avoir entre 18 et 35 ans. Ah oui, donc si tu as entre 18 et 35 ans et que tu es en bonne santé, tu es un donneur potentiel. Est-ce que c'est facile? J'ai tendance à dire oui par rapport à ce que vit le malade à côté, tu vois. Bon, oui. Est-ce que c'est dangereux? Absolument pas, parce que tout est fait pour préserver le donneur et de toute façon, il fait plein d'examens médicaux avant de donner sa moelle. C'est pour ça que parfois quelqu'un a un donneur et finalement il a plus son donneur parce qu'il est plus en capacité de donner, ce serait trop dangereux pour lui. Comment est-ce que ça se fait? Dans 75% des cas, c'est une très grosse prise de sang qui dure 4 heures. Okay. En fait, on prend le sang du donneur, ça passe dans une machine qui trie, qui récupère les cellules souches dont on a besoin et qui redonne au donneur ce dont on n'a pas besoin. Et la seule chose, c'est que le donneur, il va avoir des piqûres pendant 1 semaine pour booster sa moelle osseuse.
Ok, c'est les fameuses. Voilà. Je crois que c'est les fameuses piqûres que moi j'ai eu après la chimio. C'est du long kex. Oui. Mais donc. Alors oui. Oui, quelque chose. Oui, c'est ça. Ça peut être désagréable. Un petit peu désagréable, mais voilà. Mais donc il y a pas de ponction de. Alors dans 25% des cas, il y a une ponction qui se fait dans l'os du bassin, mais vraiment c'est de moins en moins pratiqué. Okay. Et dans ces cas-là, c'est sous anesthésie générale. Mais ça vaut vraiment, enfin, je dis, ça sauve des vies, quoi. Ça c'est sûr. Enfin, moi, j'en suis la preuve vivante, hein, c'est évident. Alors après, moi, la greffe, dans le cadre de ma leucémie, il y a beaucoup de récidives, même après une greffe. Okay. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas te dire, c'est d'où le titre de mon livre, hein, je peux pas dire je suis guérie, j'en sais rien, ça se trouve dans 3 mois, ça recommence, hein, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, c'est une chance, en tout cas, ça c'est sûr. Et surtout sans cette greffe, ce dont on est sûr, c'est que je serais pas là aujourd'hui. Mais ça, j'aimerais bien mettre dans la page, donc ta page qui sera sur mon site, tous les renseignements, parce que moi, je connais personne qui a donné sa moelle, on n'en parle pas, donner son sang, non. Oui, mais donner sa moelle, ce serait vraiment bien de conscientiser. 18-35 ans, ça va être mon cheval de bataille. Tu sais qu'à partir de septembre, je vais devenir bénévole à la Ligue contre le cancer. Oui. Donc, je vais faire des actions de prévention dans les écoles parce que voilà, c'est un public que je connais et que j'aime. Mais j'ai demandé à la Ligue contre le cancer si dans le temps, il était possible que j'intervienne dans les lycées, parce que je crois que la clé c'est les jeunes, quoi, c'est nos ados. Bien sûr, c'est à ce moi j'ai tellement confiance en eux, quoi. Je supporte pas, tu vois, les gens qui disent les ados ceci, ils sont tout mous, ils sont ceci. C'est notre futur, hein, quand même. Hein, voilà. Mais moi, je suis sûre qu'ils sont bien mieux que tout ce qu'on a pu être. Bien. Donc, je leur fais entièrement confiance et je suis sûre que si on allait leur parler dans les lycées, on en aurait des gens qui iraient s'inscrire, c'est sûr. Mais il faut parler, il faut communiquer. Oui, il faut en parler. Je suis très contente que tu puisses en parler là aujourd'hui. Et mais donc il y a eu cette greffe. Alors ça c'est quoi? C'est une grosse intervention. Comment ça se passe de manière très courte, comme ça on peut passer à ta boîte à outils. On a tellement de choses à se dire. On va résumer. Alors une greffe, ça dépend des personnes, mais moi j'ai eu un préconditionnement séquentiel, donc c'est un préconditionnement très très violent. Une fois de plus, rapport à l'agressivité de ma leucémie. Donc j'ai eu 6 semaines d'hospitalisation, une fois de plus en chambre stérile, sans pouvoir sortir, etc. Les 15 premiers jours, c'est des chimios ultra-violentes que tu reçois, 3 chimios différentes pour pouvoir à la fois tuer le reste de cellules cancéreuses s'il y en a qui se sont cachées, on sait pas trop où quelque part, et à la fois pour tuer ta propre moelle osseuse de manière à accueillir la nouvelle moelle osseuse. Oh là là. Alors il faut savoir que bien sûr, tes globules rouges, il t'en reste un petit peu, mais par contre tu tombes à 0 globules blancs, t'as quasiment plus de plaquettes, donc c'est hémorragie sur hémorragie, c'est transfusion sur transfusion, t'es transfusé, là moi pendant mes 6 semaines de greffe, j'ai été transfusée quasiment tous les jours, hein, donc 2 culots de globules rouges, une poche de plaquettes, c'est pour ça que je dis que j'ai eu environ une 50aine de donneurs, hein, de sang, qui m'ont aidé à survivre pendant les périodes d'aplasie. Mais c'est fou tout ce qu'on est capable de faire, tout ce que cette médecine est capable de faire. C'est ça qui est extraordinaire aussi, parce que je dis, tu vas nous parler de médecine douce, mais tout ce que cette médecine traditionnelle est capable de faire aussi. C'est le pilier, hein, dans une maladie grave, hein, bien évidemment. La médecine douce, elle est là pour essayer de faire en sorte que les effets secondaires soient moindres. Elle est pas là pour te guérir, hein, on est bien d'accord. Et bon, du coup, au bout de ces 15 jours, tu reçois ta greffe de moelle osseuse. Donc ça, c'est exactement comme une transfusion. T'as une poche rouge et d'un coup tu vois ce liquide qui se met à couler dans tes veines et tu te dis voilà. Moi, bon, le podcast c'est pas filmé, mais moi j'ai eu la chance d'avoir le livre de Fabienne et j'ai cette photo de cette poche et j'étais tellement émue parce que je vois d'où ça vient, je vois cette poche t'a sauvé la vie, quoi. C'est ça. C'est ma deuxième naissance. C'est le jour de ma deuxième naissance, entourée de ma maman, de mon conjoint. Et je dis toujours, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que, tu sais, quand tu nais la première fois, tu te souviens de rien, en fait, hein, forcément. Et moi, j'ai eu la chance de naître une deuxième fois en conscience. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Le 19 mars, c'était la veille du printemps. Enfin, voilà, tout était synchro, encore une fois, dans ma vie. C'est extraordinaire. Et donc voilà, tu repars avec cette nouvelle moelle osseuse, cette renaissance. Et donc voilà, j'aimerais bien passer à cette boîte à outils parce qu'on sent
réellement cette renaissance chez toi. Donc devenir acteur de sa guérison. Alors, en fait, je vais juste faire une petite intro de cette deuxième partie de podcast. Mais donc tu as séparé cette boîte à outils en plusieurs parties. Donc la guérison de l'esprit, la guérison du corps, la guérison du cœur. Et donc, on va évidemment pas parler d'alimentation, de sport, de repos, parce que c'est vrai qu'on enregistre déjà depuis un petit temps, mais il y a tellement de choses importantes à dire. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur la guérison de l'esprit? J'ai vu que tu avais parlé des pensées positives, de la force de l'intention et sur la guérison du cœur, la guérison des blessures psychologiques du passé, évidemment de l'enfance, les réparer et l'accompagnement, notre belle communauté. Donc je te laisse un petit peu parler en résumé. Bon, j'aimerais te garder encore 3 heures, hein, mais vraiment qu'est-ce qu'on peut retenir de cette naissance du papillon en fait, hein, donc de la chrysalide au papillon. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus, sur la guérison de l'esprit et du cœur? Moi, j'ai toujours eu conscience. Alors, j'ai été amenée assez vite à une certaine envie de lire des choses sur la spiritualité, etc. Donc, c'était pas. Je parle de mes vieux outils et des outils récents dans mon livre. Oui. Ça, c'était un vieil outil pour moi. Je savais que je pouvais aller trouver des pistes dans tout ce qui est spiritualité, et j'ai très vite compris qu'il fallait qu'il y ait une cohérence. En fait, je crois que la maladie nous morcelle d'une certaine manière parce que les douleurs, parce que on se reconnaît plus dans la glace, parce que ceci, et du coup pour moi la clé c'est vraiment de retrouver cette cohérence entre tout ce qu'on est. Et on est beaucoup de choses, on est une âme, on est un corps, on est des pensées, un esprit, etc. Donc j'ai essayé de travailler sur chacun de ces aspects pour rendre tout ça cohérent. Et pour moi, l'esprit, c'est vraiment la base, en fait. Quel que soit le traumatisme, hein. D'ailleurs, là, on parle maladie, mais pour n'importe quel traumatisme, bien pour sûr, moi, oui. C'est pareil. L'esprit peut devenir notre allié. En fait, quand on comprend comment le cerveau fonctionne, alors ça, je vais pas revenir en détail, hein, mais quand on comprend comment le cerveau fonctionne, on sait qu'on peut l'amener là où on veut l'amener, là où on a besoin qu'il soit. Alors, je te dis pas qu'aujourd'hui, je maîtrise entièrement mon cerveau parce que personne ne sait le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai encore aujourd'hui une angoisse qui monte suite à mon bilan, par exemple, comme hier, quand j'ai ma prise de sang, je sais parfaitement ce que je dois faire pour dire à cette partie de mon cerveau limbique là qui revient tais-toi, c'est l'autre que je veux écouter. Moi, j'ai pas envie de t'écouter toi. Et ça fonctionne. Donc, il faut s'entraîner. Les pensées positives, c'est une chose. Pour s'entraîner aux pensées positives, il y a plein de choses possibles. Je parle de la technique du pivot, essayer de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. Je pense que le recul, c'est vraiment important. J'en parlais aussi pour la bienveillance pour soi. Tu sais, quand t'essayes au lieu de te parler à toi-même, tu te dis, et si je parlais à ma meilleure amie, qu'est-ce que ça donnerait? Ah bah, pas du tout ça, en fait, hein. Ça ne donnerait pas du tout ça, hein, soyons clairs. Bon. Eh ben, les pensées positives, c'est pareil. Attends. Ok, c'est plus moi qui est en train de vivre ça, c'est mon amie. Si elle est en train de vivre ça et que je veux qu'elle soit positive, qu'est-ce que je lui dirais? Ah bah oui, c'est ça que je lui dirais. Bah bien sûr. Dès l'instant où tu prends du recul, où tu te décentres, tu arrives à trouver les bonnes solutions. Alors après, il faut se recentrer parce que ce qui est important, c'est soi quand même. Donc après, il faut s'appliquer les outils qu'on a trouvés à soi-même. Donc la visualisation, c'est hyper important. Moi, la visualisation, ça m'a porté en permanence. Les moments où j'étais enfermée dans ma chambre stérile et où je me visualisais dans ma forêt, les cheveux au vent, en train de regarder des biches passer, pour moi, c'est phénoménal. Et il faut quand même savoir un petit truc comme ça, des imageries, hein, ça c'est vraiment scientifique ce que je dis. Tout à fait, oui. Ont prouvé que quand tu imagines une situation, ton cerveau, il ne fait pas vraiment la différence en oui, fait. Je sais, oui. Donc quand tu visualises que t'es dans la forêt, ton cerveau, il croit que t'es dans la forêt en fait. C'est fou. Sauf que tu dois t'entraîner à faire une visualisation active. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis dans mon lit et j'imagine que je suis dans la forêt. Non, c'est pas ça. Je sens sur ma peau le vent, je sens mes cheveux qui volent, je sens l'odeur du champignon, je vois telle couleur, voilà. Tous nos sens doivent être en éveil dans une visualisation. Et avec tous ces exercices de cohérence cardiaque, et j'imagine que tout peut fonctionner.
Alors Fabienne, tu as parlé aussi dans ta boîte à outils de la guérison du corps. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît, évidemment, l'alimentation, le sport, le repos, prendre soin de son corps, et puis la guérison du cœur. Alors j'ai une petite demande à te faire, Fabienne, parce que en fait, il y a tellement de choses à dire. Bon, je te fais ta petite demande comme ça en direct, mais il y a tellement de choses à dire. Est-ce que voilà, on a déjà enregistré pendant 1 heure. Je pense que ce serait vraiment une très très bonne idée de faire un épisode 2 avec toute ta boîte à outils. Alors, ce serait, est-ce que tu acceptes de faire un épisode 2? Ah, mais avec grand plaisir, alors, du coup. Un deuxième podcast. Je propose qu'on... I'll be back. I'll be back, c'est super. Fabienne, le retour, la suite. Donc, je propose qu'on parle de la guérison du cœur, brièvement, en fait, du retour à la vie normale et de l'après-cancer, un peu comme teaser du deuxième podcast, parce que, en fait, je sais que les gens écouteraient 2 heures. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, je pense que c'est bien de morceler le podcast en 2 fois parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la guérison du cœur et puis peut-être un teaser de ce que tu vas nous parler dans le prochain podcast? Alors, voilà. Ce que moi j'appelle la guérison du cœur, c'est assez simple. C'est que très vite, je me suis rendu compte que cette expérience, enfin ce que moi j'appelle une expérience, était pas arrivée dans ma vie par hasard. Et je l'ai vécu un peu comme une sorte de parenthèse dans laquelle on me dit stop, le corps ne peut plus. Maintenant, pourquoi le corps il peut plus? Cherche à comprendre pourquoi ton corps il peut plus. Quel est le message qu'il t'envoie? Oui. Et puis de là, une fois de plus, j'ai aiguisé d'autres outils, j'ai lu des livres qui m'ont apporté énormément, et j'ai clairement identifié la blessure qui moi m'a conduit là. Et très bizarrement, en fait, en tombant malade, j'étais déjà en train de guérir cette blessure. Oui. Et voilà, donc, ça en a fait, été, ce que tu voudrais dire, c'est que tu as donné un sens. Est-ce que tu pourrais dire pour toi, ma maladie avait un sens, ou plutôt j'ai donné un sens à ma maladie? Ah non, alors la maladie pour moi n'a pas de sens. Oui, voilà, on est bien d'accord parce que non. Alors là, t'as raison, il faut vraiment être clair là-dessus. Mais comme pour moi, c'est primordial d'être acteur de sa guérison, alors c'est primordial de donner un sens. Voilà. Pour moi. Pour toi, oui, bien sûr. Et voilà, je sais pas si dans le prochain podcast tu voudras nous parler de ces blessures et de toute la démarche que tu as faite pour les réparer. L'importance. Oui, parce que en fait, ce qui est important, c'est pas tant de quelle blessure personnellement j'ai souffert. Ce qui est important, c'est quels sont les outils que je peux mettre en place pour trouver la mienne, en fait, et pour que chacun trouve la sienne et avance sur la blessure. Sur les blessures. Et c'était évident pour toi, ou c'était quand même un long cheminement de trouver quelles étaient tes blessures du passé? Alors, trouver ma blessure du passé a été relativement facile parce qu'en fait, consciemment, j'en avais conscience. Le cheminement qui a été le plus long pour moi, ça a vraiment été l'après-cancer. Oui. C'est-à-dire se retrouver. J'aime pas ce mot, tu vois. C'est comme on dit retrouver la vie d'avant. J'aime pas parce qu'en fait, la vie d'avant, elle n'existe plus. Enfin, pour moi. Après, ça dépend des gens, mais moi, en tout cas, ma vie d'avant n'existe plus. Mais c'est plutôt ce cheminement post-cancer, ce trouble identitaire, cette façon que tu as d'être à la fois entouré et seul, en rémission mais apeuré. Enfin, tu vois, à chaque fois que tu as un sentiment, l'opposé est là aussi. Et ça, moi, je l'ai pas ressenti pendant mes traitements. Pendant mes traitements, j'étais dans la bataille, justement, pour reprendre ce mot. Je me laissais guider, j'étais dans l'action, etc. Et l'après-cancer, c'est plus du tout la même chose. Jusqu'à ce fameux jour de confinement. Et voilà. Où tout a basculé, c'est vrai. Où tout a basculé. Tu peux nous dire un tout petit quelque chose, et puis après on va clôturer là, et puis on en fait aussi d'un point de vue fatigue aussi pour nous deux, c'est pas toujours facile en fait de faire un podcast de 2 heures. Donc je suis très très contente de te retrouver. Mais voilà, comment est-ce que tu veux clôturer ce podcast, et puis peut-être déjà nous dire ce dont tu nous parleras dans le suivant? Alors déjà pour clôturer, alors pour ce podcast, moi j'avais envie de dire vraiment quelque chose qui me tient à cœur à toutes celles qui nous écoutent. Et du coup, je pourrais sûrement pas le développer là, mais on pourra le développer dans le deuxième podcast. Mais j'ai toujours dit que moi, mon objectif, c'était d'être actrice de ma guérison. Sauf que je pense que la clé, et on en parle peu, c'est presque un peu tabou tout ça, c'est qu'il faut croire en la guérison. Et il me semble
dans ce que je peux lire dans les groupes de parole ou les messages privés que j'ai sur Insta, il me semble que c'est tabou de dire au début d'une maladie, en fait, moi, j'y crois pas trop, en fait. Parce que tout le monde veut guérir. On est bien d'accord avec ça. Oui. Tout le monde veut guérir, hein. Mais est-ce que vraiment, au moment où tu apprends ta maladie, tu crois que tu vas guérir? Moi, je crois que pour y croire, parce que y croire, c'est fondamental, c'est le premier pas pour devenir actrice de sa guérison. Moi, je crois que pour y croire, de nouveau, il y a quelques petits outils à mettre en place. Et ça, je pense que du coup, ce sera intéressant d'en parler quoi. Dans le deuxième podcast. Et croire, je pense là maintenant, je peux te poser une question. Croire, c'est l'espoir aussi, tu penses? Parce qu'il y a l'espoir actif, en fait, c'est de mettre tout en place aussi pour faire en sorte que tu peux... Alors oui, tout à fait. Croire, c'est justement ça. C'est tout à fait ça. C'est mettre de l'espoir, parce qu'il en faut. Et c'est aussi le fameux pouvoir d'intention. Te répéter à longueur de temps, je veux guérir, j'ai envie de guérir. Non, c'est pas ça le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, il doit sortir de ton cœur. Tu dois en être persuadé. Oui. Et comme je disais à l'une des personnes avec qui je discutais un jour en message privé, si elle me dit, mais moi je lui avais conseillé de mettre des petits post-it un peu partout, tu vois, dans son appartement. Et puis elle me dit, oui, mais moi j'arrive pas à écrire, je vais guérir en fait. Je lui ai dit, tu vois, là, déjà, on a débloqué un gros nœud. Parce que si t'arrives pas à dire je vais guérir, c'est que pour l'instant, t'y crois pas. Alors, on va pas commencer comme ça. On va commencer par dire, je vais avoir un traitement, qui va fonctionner. Parce que ça, tu le sais que les médecins, ils vont être là pour trouver. Il existe en traitement, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, tu vois, tout ça, c'est encore quelque chose d'assez progressif, mais c'est important. Je comprends encore mieux pourquoi tu as appelé ça ma boîte à outils, parce que c'est vraiment des petits outils qu'on sort. Quand tu parles de ces post-it et tout ça, est-ce que tu as l'intention d'accompagner des personnes justement avec cette boîte à outils? Parce que c'est vraiment des techniques de coaching absolument incroyable. Alors, du coup, moi, j'adore mon métier de prof des écoles, donc j'ai pas du tout l'intention de me reconvertir. Je vais déjà essayer d'aider mes élèves. Oui, écoute, moi, Par contre, en privé, c'est en privé, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs personnes qui viennent me dire, mais là, comment est-ce que je peux faire? Ou ça m'arrive même parfois honnêtement, je le dis, de botter le cul des gens. Hein. En leur disant, mais peut-être que ça fait du bien là, aussi, à un moment donné, tu veux que ça change, mais pour que ça change, faut que tu changes aussi, hein. Sinon, voilà. Donc, oui. Bon, mais écoute, ça fait Fabienne, merci du mille fois. Alors, toutes les infos de Fabienne, comment acheter son livre, des photos, des liens, si tu peux me donner, tout ce qui concerne le don de moelle osseuse. Alors, je répète que son livre s'appelle « Je n'ai pas guéri de mon cancer, c'est lui qui m'a guéri ». Donc maintenant, on a un peu plus compris le titre, « De chenille à papillon ». Il faut quand même ajouter. Ce livre est absolument magnifique et il est publié aux éditions... c'est quoi? C'est auto-édité, donc c'est You Story Edition. Ah oui, You Story Edition. Voilà, c'est écrit. Et donc, je mettrai tous les liens, évidemment, pour le commander. Et alors, je me réjouis de te retrouver pour le prochain podcast. On va appeler peut-être ma boîte à outils, devenir acteur de sa guérison. En tout cas, merci de tout cœur. Je t'embrasse très, très fort. Avec un grand plaisir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.